Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'affaire Nkandla Gate est à l'origine de vives controverses en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a fini par rembourser les fonds publics utilisés pour la rénovation de sa résidence privée. Le Cameroun souhaite devenir l'un des plus importants producteurs mondiaux de cacao d'ici 10 ans. Un programme a été mis en place pour inciter les jeunes Camerounais à se lancer dans la culture du cacao. Et puis en Égypte, un jeune étudiant a inventé un gilet pare-balles à moindre coût. Une invention pensée pour protéger les soldats de l'armée égyptienne engagés dans les combats du Sinaï. Au Gabon, la situation post-électorale n'est pas sans conséquences sur les ressources nationales. Le poids de la production pétrolière reste prépondérante dans l'économie nationale et représente environ 45% du PIB. Quel impact la crise politique peut-elle avoir sur la commercialisation du pétrole? Élément de réponse avec notre envoyé spécial au Gabon, Thierry Ngogang, qui se trouve avec le directeur de la société Gabon Oil Company, entreprise chargée de commercialiser le pétrole gabonais. Nous sommes avec M. Arnaud Ngandji de la Gabon Oil Company. Vous êtes en pleine phase de recrutement, 1600 personnes pour une trentaine de postes, c'est bien ça? Exact, un peu plus. On a une trentaine de postes. On a des postes en apprentissage et éventuellement des postes pour lesquels on aura des bourses d'études pour compléter les profils et avoir une meilleure adéquation entre les profils que nous aurions pu identifier et les métiers pour lesquels nous avons besoin d'eux. Alors, recrutement en pleine crise politique. Alors, Ngandji, est-ce que ce n'est pas justement de la récupération politique, un message subliminal que vous voulez envoyer? Non, écoutez, ce que vous devez réaliser, c'est que la GOC a signé un partenariat avec l'Office national de l'emploi depuis bientôt 6 mois. Ensuite, nous allons démarrer des activités sur le champ de Mbumba. On était censé démarrer depuis le 1er septembre. On est en train de prendre un peu de retard et pour le développement de nos activités, nous avons besoin de personnel. Il y a quelques semaines, nous avons également lancé la Gabon Oil Marketing, qui est notre branche dans la distribution et l'entreposage. Et pour ces entités-là, nous avons besoin de personnel pour faire tourner les sociétés que nous créons. Donc, la politique, c'est une chose, l'économie réelle, c'est une autre chose. Pendant que la politique se passe, pendant que les débats politiques ou bien les joutes politiques sont au sommet de leur tension, nous avons quand même des gens qui cherchent de l'emploi, nous avons des sociétés qui doivent tourner, nous avons une économie qui doit tourner et donc nous continuons juste à nous assurer qu'après cette phase politique, nos entreprises puissent continuer à prospérer. Chargé justement de commercialiser le pétrole du Gabon, le Gabon est en crise politique, forcément ça a un impact sur la commercialisation. Oui, le Gabon est dans une crise politique. L'impact sur la commercialisation est minime. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons pas d'arrêt de production. Nous continuons à commercialiser. Les besoins à l'international sont toujours là. L'économie du pays tourne. La crise politique suit le cours normal de la législation et des institutions. Donc, nous ne voyons pas pourquoi les deux doivent être liés. À la fin de la journée, dans nos entreprises, nous ne faisons pas de différence entre ceux qui ont voté pour la majorité au pouvoir ou pour l'opposition. Donc, nous devons nous battre pour continuer à leur fournir un service de qualité, continuer à nous assurer que les entreprises prospèrent parce que, comme je disais tantôt, à la fin de la crise politique, il y aura juste des Gabonais qui ont besoin de travailler. Merci beaucoup, Arnaud Ngandji. Merci à vous. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est plié à la décision de la Cour constitutionnelle et a fini par rembourser une partie des fonds utilisés pour la rénovation de sa résidence privée en 2009. Le chef de l'État a fait un chèque de près d'un demi-million de dollars le 12 septembre à la banque sud-africaine. L'affaire Nkandla Gate continue d'être très controversée dans le pays. Fanny Mounichi. Se dirige-t-on vers le dénouement du Nkandla Gate? Le président sud-africain Jacob Zuma aurait en tout cas remboursé à l'État plus de 500 000 $ d'argent public dépensés pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée de Nkandla. Le scandale avait été dévoilé dès 2014 par la médiatrice de la République. En s'acquittant de cette somme qui était due à la trésorerie nationale, M. Zuma confirme de ce fait
qu'il n'a donc pas respecté, disons, la Constitution, comme l'y enjoint le serment présidentiel. Et donc, de toutes les façons, les partis d'opposition sont décidés à tirer les conséquences de cette acceptation implicite du fait qu'il était dans le tort. La somme remboursée par le président sud-africain serait financée par un prêt immobilier, prêt sur lequel l'opposition émet des doutes. Elle demande que des preuves soient apportées au Parlement sur la provenance des fonds versés. Ébranlé par cette affaire, le chef de l'État n'en garde pas moins d'importants soutiens, notamment au sein de son parti, l'ANC. Lorsque M. Zuma est arrivé au pouvoir après l'éviction de Thabo Mbeki, il a vite fait de épurer, disons, les organes centraux de l'ANC, parti au pouvoir. Il a nommé au sein des organes exécutifs de l'ANC des amis à lui, des clients, qui se sont compromis avec lui et qui lui doivent leur position. Et donc, auprès de ceux-là qui font la décision, au sein du parti, il garde d'énormes soutiens. Les différents scandales de corruption ont néanmoins entamé la popularité de l'ANC. Le parti a subi un échec cinglant lors des dernières élections locales, en perdant pour la première fois le contrôle de grandes villes comme Johannesburg, Pretoria ou encore Port-Elizabeth. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition mené par l'opposant Étienne Tshisekedi lance un appel à manifester le 19 septembre. Cette manifestation a pour ambition de donner un préavis au président Joseph Kabila, que l'opposition accuse de vouloir se maintenir au pouvoir. Rappelons que les principales forces de l'opposition boycottent le dialogue national ouvert depuis le 1er septembre et réclament que l'élection présidentielle se tienne avant le 19 décembre 2016. Comme le prévoit la Constitution congolaise. Au Cameroun, le cacao représenterait environ 25% de la valeur totale des exportations du pays. Près de 8 millions de personnes vivraient directement ou indirectement de l'économie cacaoyère. Afin de tripler la production de cacao, le gouvernement a mis en place un programme pour encourager les jeunes à se lancer dans ce secteur. Olivia Yéré-Dobré. Partout dans le monde, la population des agriculteurs connaît un net vieillissement. Les jeunes quittant les zones rurales pour rechercher du travail en ville. Alors que les petits exploitants produisent plus de 70% des matières premières agricoles dans le monde, ce secteur a plus que jamais besoin d'une cure de jouvence, selon les analystes. La ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, a récemment abrité une foire commerciale pour vendre l'idée de la culture du cacao et de son potentiel. L'un des exposants de la foire, Nouvelle Génération, y a pris part. Nouvelle Génération est un programme qui offre une formation en agriculture et gestion aux moins de 35 ans. Le but étant de les aider à accéder à la terre, aux semences et aux engrais. Le programme New Generation, comme appui, nous donnons des formations. On peut citer 2 ou 3 formations. Il y a une formation complémentaire sur la culture du cacao et du café. Et il y a une formation en entrepreneuriat agricole parce que le jeune d'aujourd'hui, on veut qu'il soit un vrai entrepreneur agricole. Nouvelle Génération a été lancée en 2012 par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, CICC, une entité privée qui commercialise les produits de base pour le Cameroun. Le programme Nouvelle Génération a déjà formé plus de 1500 jeunes et 500 hectares de nouvelles plantations ont été créés. Avec les 250 milliards de francs CFA par an de recettes, le Cameroun est le 5e plus grand producteur de cacao au monde. Pour profiter de la demande croissante dans le monde, le pays vise à augmenter sa production de 600 000 tonnes par an d'ici à 2020. Cependant, les experts et certains agriculteurs de l'industrie restent sceptiques. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas pour 2020. Parce que pour avoir 600 000 tonnes en 2020, nous sommes à 4 ans, il faudrait produire au moins 100 000 tonnes par an. Ce n'est pas possible. Selon les analystes, le secteur du cacao est pris dans un cercle vicieux. Les plantations vieillissantes et un manque d'investissement ont entraîné une baisse des rendements, la réduction des volumes produits et celle des revenus des agriculteurs.
En Égypte, les affrontements dans le Sinaï sont coûteux en vie humaine. En l'espace d'un an, des centaines de soldats et civils seraient tombés sous les balles des militants de l'État islamique. Pour mieux protéger l'armée égyptienne, un étudiant a confectionné un gilet pare-balles à moindre coût et espère en produire en masse pour fournir l'armée. Mélina Bokassa et Graziella Chakunte. Un gilet pare-balles à moindre coût. C'est l'invention du jeune étudiant en génie Raymond Ashraf. Avec une insurrection qui fait rage dans la province du Sinaï, dans le nord de l'Égypte, les forces de sécurité sont attaquées de façon récurrente. Pour les protéger, Raymond Ashraf est sur le point de mettre en place des gilets pare-balles à la fois légers et peu chers à produire. L'idée est venue à moi après avoir vu les fréquentes attaques contre les policiers et le personnel de sécurité. Un soldat doit porter une armure de corps en acier, titane, céramique et autres matériaux lourds afin de lui fournir suffisamment de sécurité. Dans les gilets pare-balles traditionnels, acier, plaques céramiques ou métalliques sont utilisés dans les couches, mais en utilisant une combinaison d'additifs et d'adhésifs sur les tissus de polyamide chimique, il semblerait que le poids de l'armure se réduit tout en assurant une protection maximale. Ce que je pensais était de créer un matériau composite. Nous allons utiliser ce matériel et l'améliorer en utilisant des additifs chimiques. Ils pèsent moins, coûtent moins cher et sont plus esthétiques que les modèles actuels. J'ai créé le gilet pare-balles en utilisant une méthode qui garantira un rendement très élevé, sans utiliser trop de couches qui, autrement, augmentera le poids et le coût pour le fabricant ou pour l'utilisateur. À 22 ans, Raymond Ashraf et son équipe espèrent à l'avenir développer ces gilets au-delà des frontières égyptiennes. Pour rappel, des centaines de soldats et de policiers ont perdu la vie en Égypte, principalement dans le nord du Sinaï. Ces événements interviennent depuis la mi-2013, lorsque le chef de l'armée d'alors, Abdel Fattah al-Sisi, a renversé le président Mohamed Morsi suite aux protestations de masse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.